Mon père nous a laissé 380 000 € dans son testament. 2 semaines après les obsèques, sa femme, Nicole, a tout transféré sur le compte de son fils. Quand je lui ai demandé des explications, elle a dit « Votre père vous appréciait à peine, vous les enfants. » Puis une voisine m'a remis une lettre. Je m'appelle Thibault. J'ai 32 ans et il y a environ 4 mois, j'ai enterré mon père. Cette phrase à elle seule devrait probablement être la chose la plus lourde que j'écrive aujourd'hui. Mais honnêtement, ce qui s'est passé après les obsèques fait passer le deuil pour la partie facile. Je parle d'argent, de trahison. D'une belle-mère qui m'a souri au-dessus d'un cercueil puis m'a dépouillé, et d'une lettre qui a tout changé. Mais j'anticipe. Laissez-moi commencer par le début. Mon père, Gérard, était un homme bon. Pas parfait, pas un saint que je vais mettre sur un piédestal, mais sincèrement bon. Il était électricien sur des chantiers commerciaux dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Travaillait sur des projets de bâtiments et travaux publics. Le genre de gars qui partait à 4 heures du matin. Rentrait à la maison en sentant le cuivre et la sueur. Ouvrait une bière et s'endormait en regardant Question pour un champion avant la première page de publicité. Il m'a élevé, moi et ma sœur Mélanie. La plupart du temps tout seul après le départ de notre mère quand j'avais 9 ans. Elle a déménagé en Occitanie avec un type qu'elle a rencontré lors d'une conférence et a envoyé une carte d'anniversaire exactement 2 fois avant d'abandonner ça aussi. Alors, oui, c'était tout pour nous. Ce n'était pas le genre de père qui disait « Je t'aime beaucoup ». Il le montrait. Il le montrait en conduisant 1 heure à l'aller et au retour pour que Mélanie puisse aller dans un meilleur lycée. Il le montrait en m'apprenant à changer un pneu sur le parking d'un hypermarché à 11 ans. Puis en m'achetant une glace comme si je venais de remporter la finale de la Coupe du Monde. Il le montrait en faisant des journées doubles pendant 3 années consécutives pour que nous puissions tous les deux faire des études supérieures sans contracter de prêt. Cet homme nous a donné tout ce qu'il avait et il l'a fait discrètement, sans demander de remerciements. Puis il a rencontré Nicole. J'avais 24 ans quand papa nous a présentés. Il sortait avec elle depuis environ 6 mois, ce qui, dans le langage de papa, signifiait que c'était sérieux, car il ne ramenait personne à la maison à moins d'en être sûr. Nicole était bien au début, agréable. Elle riait à ses blagues. Elle a apporté un gâteau pour un repas de famille. Elle se souvenait de nos anniversaires. Je voulais l'aimer. Mélanie voulait l'aimer et pendant un temps, ce fut le cas. Nicole avait un fils de son premier mariage nommé Sébastien. Il avait 1 an de moins que moi. Travaillait dans la vente de voitures et avait la personnalité d'une serviette humide, si la serviette vous devait aussi de l'argent. Je ne vais pas faire semblant de l'avoir détesté dès le premier jour parce que ce n'est pas vrai. Il était juste là, en quelque sorte. Il se pointait au dîner de famille, mangeait comme s'il avait jeûné pendant des semaines. Faisait un commentaire sur la dernière voiture qu'il venait de vendre, puis partait. Il n'interagissait pas vraiment avec moi ou Mélanie, et nous n'avons pas forcé les choses. Les choses ont changé après le mariage. Papa et Nicole se sont mariés quand j'avais 26 ans. Petite cérémonie, dans le jardin, tout à fait le style de papa. Mais une fois qu'ils ont été légalement liés, Nicole a commencé à redécorer bien plus que la maison. Elle a commencé à redécorer la famille. Lentement, stratégiquement, elle suggérait que Noël se passe chez sa sœur plutôt que chez nous. Elle réservait des vacances pour elle et papa qui, par hasard, tombaient pendant l'anniversaire de Mélanie. Elle disait à papa que Sébastien avait besoin d'aide pour la compte d'un appartement. Et soudain, voilà 13 000 € qui disparaissent du compte d'épargne que papa m'avait dit être réservé aux urgences. Je l'ai remarqué. Mélanie l'a remarqué. Mais papa semblait heureux. Et après tout ce qu'il avait traversé avec notre mère. Aucun de nous deux ne voulait être l'enfant qui gâcherait ça. Alors nous nous sommes adaptés. Nous étions moins présents. Nous appelions un peu moins. Non pas parce que nous ne l'aimions pas. Mais parce que Nicole avait cette façon de vous faire sentir comme un invité dans la vie de votre propre père. Comme si vous aviez besoin d'une permission pour avoir de l'importance. Papa est tombé malade il y a environ 2 ans. Un cancer du pancréas, le genre qui ne vous laisse pas le temps de négocier. Il est passé du diagnostic au décès en 14 mois. Et ces 14 mois ont été la période la plus douloureuse de ma vie.
Mélanie et moi faisions le trajet tous les week-ends, parfois pendant la semaine aussi. Nous nous asseyions avec lui. Nous lui apportions son plat préféré du restaurant sur la route départementale. Nous l'aidions à organiser ses papiers, ses affaires médicales, son testament. Il voulait s'assurer que nous étions à l'abri. Il me l'a dit directement un jeudi après-midi. Assis sur sa terrasse arrière dans une couverture polaire. Même s'il faisait 21 degrés dehors, il a dit, « Thibaut. Je me suis assuré que Mélanie et toi soyez à l'abri. La maison est à Nicole. C'est juste, mais les économies et l'assurance vie sont divisées entre vous deux. 380 000 euros. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour vous donner à tous les deux un vrai départ. » Je lui ai dit d'arrêter de parler comme ça. Il m'a dit d'arrêter d'être têtu et d'écouter pour une fois dans ma vie. Du papa tout craché. Il est décédé un samedi matin d'octobre. Mélanie et moi étions tous les deux là. Nicole était dans le couloir au téléphone avec quelqu'un. Je ne sais pas qui. J'ai tenu sa main, il l'a serrée une fois et ce fut tout. 32 ans d'amour condensés en une dernière étreinte. Les obsèques ont eu lieu 3 jours plus tard. Nicole s'est occupée des préparatifs, ce qui était bien. Elle a choisi les fleurs, la musique, les lectures. Elle s'est tenue devant et a pleuré magnifiquement. Et je le pense littéralement parce que ça avait l'air répété. Je sais que ça a l'air amer. Mais quand vous avez passé 6 ans à regarder quelqu'un gérer les émotions de votre père comme une partie d'échecs, vous commencez à remarquer quand les larmes coulent à des moments opportuns. Après le service, Nicole m'a pris dans ses bras et a dit, « Ton père t'aimait tellement, Thibaut. J'espère que tu le sais. » Et j'ai répondu, « Je le savais, et je le pensais. » 2 semaines plus tard, Mélanie m'a appelé à 7 heures du matin un mercredi. Elle pleurait tellement fort que je n'ai pas pu la comprendre pendant les 30 premières secondes. Quand elle a enfin pu prononcer les mots, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. L'argent a disparu, Thibaut. Tout. Nicole l'a déplacé. Jusqu'au dernier centime. J'ai conduit jusqu'à la maison de Nicole cet après-midi-là. Je n'ai pas appelé avant. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Je suis juste arrivé sur le perron de la maison où mon père avait construit sa vie et j'ai frappé à la porte comme un étranger. Sébastien a ouvert, ce qui m'en disait déjà long. Il m'a regardé comme si j'étais un livreur qui s'était trompé d'adresse. « Thibaut, salut, quoi de neuf ? J'ai besoin de parler à Nicole. » Elle est apparue derrière lui dans le couloir, portant un gilet et un sourire qui n'atteignait absolument pas ses yeux. « Thibaut, chéri, entre. » Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout dans le salon où j'avais passé mes Noëls et je lui ai dit que j'étais au courant pour l'argent. Je lui ai dit que Mélanie et moi avions vu le testament de papa. Je lui ai dit que 380 000 euros ne disparaissent pas comme ça. Nicole a penché la tête comme un chien qui vient d'entendre un bruit bizarre. « Chérie, ton père et moi avons longuement discuté des finances avant son décès. Il voulait s'assurer que Sébastien ne manque de rien, lui aussi. Il a changé d'avis vers la fin. » Il n'a pas changé d'avis. J'étais avec lui chaque semaine. « Eh bien, a-t-elle dit, et sa voix a baissé d'environ 10 degrés. Tu n'étais pas avec lui tous les jours, n'est-ce pas? Moi oui. Et je peux te dire que vers la fin, votre père vous appréciait à peine, vous les enfants. Il me l'a dit lui-même. Il a dit, toi et Mélanie étiez le rappel d'une vie qu'il voulait laisser derrière lui. Je veux que vous compreniez quelque chose. Mon père a passé son dernier jeudi de lucidité à me dire qu'il m'aimait et à me demander de prendre soin de ma sœur. Et cette femme, debout dans son salon, portant sa maison comme un déguisement, me disait qu'il nous appréciait à peine. Je suis parti. Je n'ai pas crié. Je n'ai claqué aucune porte. Je suis sorti parce que si je restais une seconde de plus, j'allais dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Et mon père m'a mieux élevé que ça. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps. Assez longtemps pour que le soleil se déplace et puis mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Thibaut, c'est Jacqueline Perrin de la maison d'à côté. J'ai quelque chose que ton père m'a donné à garder. C'est important. Peux-tu passer?
Jacqueline Perrin avait 71 ans et vivait à côté de chez mon père depuis plus de 20 ans dans notre pavillon de la banlieue lyonnaise. Elle m'avait vu grandir. Elle avait l'habitude de me glisser des glaces à travers la clôture quand je tondais la pelouse en été. Et elle demandait toujours de mes nouvelles par rapport à mes notes. Comme si elle s'investissait personnellement dans mon avenir. Quand papa est tombé malade. Jacqueline a été l'une des rares personnes à apporter à manger sans qu'on le lui demande et à partir sans attendre de faire la conversation. J'y suis allé en voiture le lendemain matin. Elle m'a accueilli à la porte avec du café déjà versé et une enveloppe Kraft posée sur la table de la cuisine, comme si elle m'attendait. « Ton papa m'a donné ça en août », m'a-t-elle dit. Environ 2 mois avant son décès. Il est venu un après-midi où Nicole était à son club de lecture et il s'est assis exactement là où tu es assis, et il m'a dit qu'il était inquiet. Inquiet de quoi? Jacqueline m'a regardé par-dessus ses lunettes. De ce qui vous arriverait à toi et à Mélanie après son départ. Il a dit qu'il aimait Nicole, mais qu'il n'était pas idiot. Il a dit qu'il la regardait déplacer de l'argent depuis des mois et qu'il voulait s'assurer que ses enfants aient la preuve de ce qui leur appartenait. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite avec l'écriture de mon père, ainsi que des photocopies de son testament. Des relevés bancaires et un document notarié que je n'ai pas compris au premier coup d'œil. Mais la lettre, c'est ça qui m'a touché. Elle commençait par « Cher Thibaut et Mélanie ». Et il m'a fallu 3 essais pour finir le premier paragraphe parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Il écrivait à quel point il était fier de nous. Qu'il savait qu'il n'avait pas toujours été doué pour le dire. Qu'il espérait que nous comprenions que chaque double service et chaque spectacle scolaire manqué était dû au fait qu'il voulait que nous ayons plus que lui. Il écrivait sur le départ de notre mère et comment cela avait été la chose la plus difficile à laquelle il ait jamais survécu jusqu'au cancer. Et comment nous voir grandir pour devenir de bonnes personnes était la plus grande réussite de sa vie. Ensuite, la lettre a changé de ton. Il écrivait qu'il aimait Nicole, mais qu'il avait commencé à remarquer des schémas. De l'argent transféré sur le compte de Sébastien par petits montants. Nicole faisant pression sur lui pour modifier le testament. Des conversations qui ressemblaient moins à un partenariat et plus à une négociation. Il disait qu'il avait déjà parlé à un ami avocat nommé Maître Éric Valmont et s'était assuré que le testament était inattaquable. Déposé correctement chez le notaire, et signé devant 2 témoins que Nicole ne connaissait pas. Il disait que les relevés bancaires montreraient les soldes d'origine et tout virement non autorisé. Il a écrit « Si Nicole essaie de prétendre que j'ai changé d'avis. » Cette lettre et ces documents prouveront le contraire. La dernière ligne de la lettre disait « Je vous fais confiance pour faire ce qui est juste, Thibaut. Prends soin de ta sœur et ne laisse personne réécrire notre histoire. » Je suis resté assis dans la cuisine de Jacqueline et j'ai pleuré pendant environ 10 minutes. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste resservi mon café et posé une main sur mon épaule. Cette femme avait compris quelque chose que beaucoup de gens ignorent. À savoir que parfois la chose la plus utile que vous puissiez faire pour quelqu'un est simplement d'être dans la pièce. J'ai appelé Mélanie depuis la voiture, je lui ai lu la lettre au téléphone. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, il savait. Il savait qu'elle allait faire ça et il est quand même resté avec elle. Il est resté parce qu'il pensait pouvoir gérer la situation. J'ai dit, et parce qu'il ne voulait pas mourir seul. Ça nous a frappés tous les deux de plein fouet. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Le document notarié dans l'enveloppe était un mémorandum que papa avait déposé auprès de son avocat. Confirmant les termes exacts de son testament et stipulant explicitement que toute modification apportée après juillet de cette année-là devait être considérée comme contrainte et invalide. Le nom et le numéro de Maître Éric Valmont y figuraient. Je l'ai appelé le lendemain matin. Éric était exactement le genre d'avocat avec qui mon père se lierait d'amitié. Direct, pragmatique, le genre de gars qui dit « Voici la situation ». Et qui le pense vraiment. Il a confirmé tout ce qui s'était passé. Mon père était venu le voir, inquiet du fait que Nicole détournait des actifs. Ils avaient mis en place des mesures de sécurité. Le testament avait été déposé chez le notaire, signé devant témoins, et il était inattaquable. Tout virement effectué par Nicole depuis ses comptes après la mort de papa était, selon les mots d'Éric, juridiquement passible de poursuite et moralement répréhensible.
Mais voici où les choses se compliquaient. Eric avait besoin de documents indiquant exactement où les fonds étaient allés. Et obtenir la divulgation de relevés bancaires pour un membre de la famille décédé alors que le conjoint survivant vous bloque activement. C'est comme essayer de faire entrer un chat dans une baignoire. Sauf que le chat est une institution financière et que la baignoire est votre droit à l'information. Cela a pris une semaine d'appels téléphoniques, mais nous avons obtenu les relevés. Nicole figurait comme cotitulaire sur le compte principal. Ce qui lui donnait l'accès légal pour déplacer les fonds avant même que le testament ne soit exécuté. Elle avait transféré 380 000 € sur un nouveau compte au nom de Sébastien dans les 10 jours suivant les obsèques. 10 jours. Le corps de mon père était à peine en terre. Et elle redistribuait déjà le travail de toute sa vie comme s'il s'agissait d'une braderie. J'ai tout apporté à Eric. La lettre, les relevés bancaires que papa avait gardés, la chronologie des virements de Nicole. Il a tout regardé et a dit, Thibaut, ton dossier est solide, mais Nicole va se battre. Elle va prétendre que ton père le voulait, et ça va devenir compliqué avant de s'arranger. Je lui ai dit que je me fichais que ce soit compliqué. Ce qui m'importait, c'était ce qui était juste. Cette même semaine, Nicole m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, sa voix était douce comme du sucre, ce qui, je l'avais appris au fil des ans, était son paramètre le plus dangereux. Thibaut, chéri, j'ai repensé à notre conversation. Et je me sens vraiment mal de la façon dont ça s'est passé. Je sais que les émotions sont vives en ce moment. Le deuil fait des choses bizarres aux gens. Nicole, tu as transféré 380 000 € sur le compte de Sébastien. Cet argent était pour la famille. Sébastien et la famille. Sébastien est ton fils de ton premier mariage. Il n'est pas dans le testament. Il y a eu une pause. Je pouvais presque l'entendre recalculer. Ton père et moi avons eu beaucoup de conversations privées auxquelles tu n'as pas participé. Thibaut, vers la fin, il était très clair sur le fait de vouloir inclure Sébastien. Je ne faisais qu'honorer ses souhaits. Alors pourquoi n'a-t-il pas changé le testament? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis son ton a changé. Le sucre s'est évaporé. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de froid et de plat. Parce qu'il était trop malade pour s'occuper de la paperasse. Je m'en suis chargé pour lui. J'étais sa femme, Thibaut. Pas toi, ni Mélanie. C'est moi qui lui tenais la main tous les jours alors que vous deux vous pointiez le week-end comme si c'était une rotation d'équipe. Nous y allions chaque week-end, et certains jours de la semaine aussi. Eh bien, ce n'était pas suffisant. Et ton père le savait. J'avais envie de crier. Mais Eric m'avait dit de garder mes communications factuelles et calmes, car tout pouvait devenir une preuve. Alors j'ai dit, Nicole, j'ai une lettre de papa écrite de sa propre main. Notariée avec des documents déposés chez son avocat. Il avait anticipé cela. Le silence qui a suivi a été les 3 secondes les plus satisfaisantes de ma vie. Puis elle a raccroché. Le lendemain, Sébastien m'a appelé. Pour la toute première fois. Sa voix avait cette confiance gonflée à bloc qu'ont les vendeurs de voitures quand ils pensent qu'ils sont sur le point de conclure une vente. Thibaut, mon frère, je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être qu'on peut tous s'asseoir comme des adultes et régler ça. L'argent doit être rendu. Sébastien, allez, mec. Ce n'est pas si simple. J'en ai déjà utilisé une partie pour la compte d'un logement. Mon père voulait que ses enfants reçoivent ce qu'il avait spécifiquement mis de côté pour eux dans un document légal. Je te suggère de parler à un avocat avant de dépenser 1 € de plus de cet argent. Car ce que ta mère a fait s'appelle un détournement et tu en fais maintenant partie. Il a bredouillé quelque chose sur le fait que la famille ne poursuit pas la famille. Ce qui est exactement ce que disent les gens quand ils savent qu'ils sont du mauvais côté de la loi. J'ai raccroché et j'ai appelé Eric pour lui dire que nous allions de l'avant. Ce soir-là. Je me suis assis sur le sol de mon appartement avec la lettre de papa sur les genoux et je l'ai lue encore une fois. Il y avait une ligne que j'avais survolée la première fois. Vers la fin, juste avant la partie où il disait de ne laisser personne réécrire notre histoire. Il avait écrit quelque chose qui m'a frappé comme un train de marchandises. Je sais que j'aurais dû régler ça quand j'étais encore assez fort pour me battre. Je suis désolé de t'avoir laissé ce fardeau, mais si quelqu'un peut le porter, c'est toi, Thibaut.
Tu as mon entêtement et le feu de ta mère. Je sais que ce n'est pas toujours un compliment, mais en ce moment, c'est exactement ce dont tu as besoin. J'ai plié la lettre. Je l'ai remise dans l'enveloppe et j'ai décidé que j'allais récupérer le moindre euro. Non pas parce que j'avais besoin de cet argent, même si c'était le cas. Mais parce que mon père me l'avait demandé, et que je n'allais pas le laisser tomber. Les 2 mois qui ont suivi ont été brutaux. Je ne vais pas l'enjoliver. Pendant que maître Éric Valmont montait le dossier juridique, je tournais à vide. Le deuil est déjà épuisant. Mais le deuil plus une bataille judiciaire plus le poids émotionnel de savoir que votre belle-mère essaie activement d'effacer les dernières volontés de votre père. C'est un genre de difficulté à laquelle personne ne vous prépare. Je travaillais comme coordinateur de projet pour une entreprise de bâtiments et travaux publics de taille moyenne à l'époque. Bon boulot, bon salaire, rien de glamour. Mais le stress de la situation avec Nicole a commencé à déborder sur tout le reste. Je ne dormais plus. J'étais distrait pendant les réunions. Je m'en suis pris à un sous-traitant pour une broutille qui ne méritait pas qu'on s'énerve. Et mon patron, un gars nommé Laurent, m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité. Pas tout, mais suffisamment. Mon père est décédé. Des problèmes familiaux avec la succession. Des trucs juridiques. Laurent a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ce film et a dit, prends une semaine. Payé. Remets-toi les idées en place. Ce travail sera là à ton retour. Je n'ai pas pris la semaine. J'ai pris 2 jours et je les ai passés tous les 2 au téléphone avec Éric, avec la banque. Et avec une experte comptable nommée Isabelle que maître Éric Valmont avait engagée pour retracer la piste de l'argent. Isabelle était d'une efficacité terrifiante. C'était le genre de personne capable de regarder un tableau et de vous dire non seulement où allait chaque euro, mais aussi ce que la personne pensait au moment où elle l'a déplacé. En une semaine, elle avait un tableau complet. Nicole avait transféré les 380 000 euros en 3 virements distincts au cours des 10 jours suivant les obsèques. Le premier est allé sur un nouveau compte courant qu'elle avait ouvert au nom de Sébastien dans une autre banque. Le deuxième est allé sur un compte d'épargne conjoint qu'elle avait ouvert avec Sébastien le mois précédant la mort de papa. Ce qui signifiait qu'elle préparait cela pendant qu'il était encore en vie. Le troisième était un virement vers une société de portefeuille immobilier liée à un appartement que Sébastien achetait. Quand Isabelle m'a montré la chronologie exposée sur un tableau avec les dates et les montants, j'ai littéralement eu des vertiges. Ce n'était pas impulsif. C'était un plan. Nicole préparait ça depuis des semaines, peut-être des mois. Pendant que papa était allongé dans son lit, trop faible pour soulever un verre d'eau. Mélanie a pris la nouvelle plus mal que moi. Elle est arrivée à mon appartement ce vendredi soir-là avec les yeux rouges et une bouteille de vin. Et elle s'est assise sur mon canapé pendant 2 heures sans dire grand-chose. Finalement, elle m'a regardé et a dit. Tu t'es déjà demandé si papa savait à quel point ça deviendrait grave? Il en savait assez pour écrire la lettre. J'ai répondu, oui, mais savait-il qu'elle serait aussi déterminée? Savait-il qu'elle dirait qu'il ne nous appréciait même pas? Je n'avais pas de réponse à ça. Certaines questions restent sans réponse. Elles restent simplement en vous. Mais voici le truc quand on touche le fond. Finalement, on arrête de tomber et on commence à regarder autour de soi. Et ce que j'ai découvert en regardant autour de moi, c'est que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Mélanie et moi nous sommes rapprochés pendant ces mois-là plus que nous ne l'avions été depuis l'époque où nous étions enfants et partagions une salle de bain. Elle venait tous les dimanches et nous préparions nos repas de la semaine ensemble, ce qui a l'air ennuyeux. Mais qui était en fait la chose la plus stabilisante de ma vie à ce moment-là. Elle est professeure de sciences au collège et elle a cette façon d'expliquer simplement des choses compliquées. Alors, je lui exposais les développements judiciaires et elle les reformulait en termes que je pouvais réellement assimiler sans que ma tension artérielle ne grimpe. Laurent, au travail. C'est avéré être l'un de ces rares patrons qui va jusqu'au bout de sa gentillesse. Il ne m'a pas seulement donné une semaine de congé. Il a commencé à me prendre sous son aile. Il a remarqué que j'avais un don pour lire les plans et gérer les plannings des sous-traitants. Et il a commencé à m'impliquer dans de plus grands projets, à me présenter à des clients. À me donner des responsabilités qui dépassaient mon niveau de salaire. Pas par pitié, mais parce qu'il avait vu quelque chose en moi.
Au 3e mois de la bataille judiciaire, j'avais été promu directeur de projet adjoint avec une augmentation qui m'a enfin permis d'arrêter de vivre d'un chèque de paie à l'autre. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Amandine, et elle travaillait au café à côté de notre bureau. J'y allais tous les matins depuis 1 an et demi, et elle préparait mon café allongé tout ce temps. Mais il m'a fallu attendre après les obsèques de papa pour avoir réellement une conversation avec elle au-delà de « merci et bonne journée ». Le deuil fait ça parfois. Il vous dépouille de toutes les fausses apparences stupides et vous fait réaliser que la vie est trop courte pour ne pas parler à la fille qui vous prépare votre café. Amandine était chaleureuse et directe. Et elle riait à des choses que je disais alors que je n'essayais même pas d'être drôle. Ce qui est soit le signe d'une grande compatibilité, soit d'un très mauvais jugement. Nous avons commencé à sortir ensemble environ 6 semaines après que j'ai reçu la lettre de Jacqueline. Elle ne s'est pas enfuie quand je lui ai raconté toute l'histoire de Nicole. Ce que j'ai fait à notre 3e rendez-vous parce que je me disais que si quelqu'un devait se défiler, il valait mieux que ce soit autour d'un bon repas plutôt qu'après que je sois tombé amoureux. Elle ne s'est pas défilée. Elle s'est mise en colère pour moi. Ce qui m'a fait l'effet d'une couverture chaude dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pendant ce temps, Maître Éric Valmont faisait son travail. Il avait déposé une plainte officielle contre Nicole et Sébastien pour exiger la restitution des fonds de la succession. Il avait également signalé les conclusions de l'experte comptable au tribunal judiciaire. Ce qui signifiait qu'un juge était maintenant conscient qu'un conjoint survivant avait potentiellement commis un détournement de fonds successoraux. Nicole a engagé un avocat, un type nommé Maître Pascal, qui avait l'air de vendre des séjours à temps partagé dans une vie antérieure et qui continuait probablement à le faire le week-end. Maître Pascal nous a envoyé une lettre qualifiant notre plainte de sans fondement et motivée par les émotions. Et suggérant que nous acceptions un règlement de 20% du montant initial pour préserver l'harmonie familiale. Maître Éric Valmont a ri quand il a lu ça, il a vraiment ri aux éclats. Ce qui pour un avocat est l'équivalent de la célébration d'une victoire. Il a dit, ils ont peur. On ne propose pas de règlement à l'amiable pour des plaintes sans fondement. On propose un règlement quand on sait qu'on va perdre et qu'on essaie de perdre moins. Nous avons décliné l'offre. Maître Éric Valmont a renvoyé une contre-offre qui disait essentiellement « Rendez chaque euro. Couvrez nos frais de justice, et nous n'engagerons pas de poursuite pénale. » Maître Pascal a répondu en disant « Nicole n'acceptera jamais ça. » Maître Éric Valmont a dit que c'était très bien, car nous étions ravis de laisser un juge décider. Pendant ce temps, Nicole a lancé une campagne. Elle a appelé la famille élargie. Elle a appelé les anciens collègues de papa. Elle a appelé les gens de l'église. Son histoire était toujours la même. Elle était une veuve éplorée attaquée par des beaux enfants ingrats qui ne pouvaient pas accepter que leur père aimait sa femme. Elle disait aux gens que Mélanie et moi n'en voulions qu'à l'argent. Que nous avions été distants et froids envers papa dans ces dernières années, que nous lui rendions à peine visite. Que le testament était obsolète et ne reflétait pas ses véritables volontés. Certaines personnes l'ont cru. Un cousin de papa nommé Antoine m'a appelé pour me dire que je devrais avoir honte de moi, que papa serait déçu. J'ai calmement répondu à Antoine que j'avais une lettre de la main de papa, notariée et datée, disant exactement le contraire. Antoine est devenu très silencieux après ça. Mais la plupart des gens ne croyaient pas Nicole, parce que le truc avec les mensonges, c'est qu'il fonctionne mieux sur les gens qui ne connaissent pas la vérité. Et papa avait beaucoup de gens qui le connaissaient. Jacqueline de la maison d'à côté a commencé à parler aux autres voisins. Maître Éric Valmont a contacté les collègues de papa qu'il avait entendu parler de ses enfants avec rien d'autre que de la fierté. Mélanie a retrouvé 2 des amis de papa qui avaient été témoins du testament. Et tous 2 ont confirmé que papa avait été clair et cohérent lorsqu'il l'avait signé. Et qu'il avait spécifiquement dit, c'est pour Thibaut et Mélanie. Personne d'autre. Les murs se refermaient sur Nicole. Elle ne le savait juste pas encore. Au moment où la date d'audience a été fixée, j'étais dans un tout autre état d'esprit. Pas seulement sur le plan juridique, mais personnellement. J'avais un meilleur emploi. J'avais Amandine. J'avais Mélanie qui débarquait tous les dimanches avec ses boîtes hermétiques de repas et une détermination qui égalait la mienne. J'avais Maître Éric Valmont et Isabelle qui montaient un dossier si hermétique qu'on aurait pu y conserver des restes de repas.
Et j'avais la lettre de mon père que je gardais dans le tiroir du haut de ma table de nuit et que je lisais les soirs où le doute s'insinuait. La dernière fois que je l'ai lu avant l'audience. Je me suis concentré sur cette ligne concernant mon entêtement et le feu de ma mère. Il n'avait pas tort. Je suis têtu. Et peut-être que ce feu dont il parlait venait de maman. Ou peut-être qu'il venait du fait d'avoir grandi en regardant un homme se tuer à la tâche pour ses enfants sans jamais s'en plaindre. Quoi qu'il en soit, ça brûlait en moi et j'étais prêt à m'en servir. 2 semaines avant l'audience, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et honnêtement, c'est le genre de choses qui n'arrivent que parce que quelqu'un pense être plus intelligent que tout le monde dans la pièce et prouve ensuite le contraire. Sébastien a appelé Mélanie. Or, Sébastien n'avait jamais appelé Mélanie de sa vie. Pas une seule fois. Ils existaient dans la même orbite de la même façon que des inconnus dans un bus existent dans le même espace. Des hochements de tête polis, rien de plus. Alors, quand Mélanie m'a appelé et m'a dit « Tu ne vas pas y croire ». Mais Sébastien vient d'essayer de me proposer un marché. Je me suis assis parce que je sentais que j'allais avoir besoin de la chaise. Voici ce qui s'est passé. Sébastien, ce génie qu'il est, a appelé Mélanie et lui a dit qu'il se sentait mal par rapport à la tournure des événements. Il a dit qu'il comprenait qu'elle souffrait et que toute la situation était injuste. Puis il lui a offert 50 000 € sur l'argent de la succession, payé directement à elle. Si elle signait un accord abandonnant sa plainte et m'encourageant à faire de même. 50 000 sur 380 000. Il a offert à ma sœur 13 centimes pour 1 € et a pensé qu'elle sauterait sur l'occasion. Mélanie, que Dieu la bénisse, a enregistré tout l'appel. Non pas parce qu'elle est sournoise, mais parce que maître Éric Valmont nous avait dit à tous les deux des semaines auparavant que si Nicole ou Sébastien prenaient contact directement au sujet de l'affaire, nous devions tout documenter. Mélanie avait commencé à enregistrer vocalement chaque appel inconnu après l'incident avec le cousin Antoine, et Sébastien est tombé droit dans le panneau. Dans l'enregistrement, Sébastien a dit plusieurs choses que l'avocat de sa mère aurait probablement payé cher pour empêcher. Il a reconnu que l'argent provenait de la succession de papa. Il a reconnu qu'il avait été transféré sur des comptes à son nom. Il a dit, et je vais me souvenir de ça mot pour mot parce que ça me fait toujours secouer la tête. Écoute, Mélanie, je sais que le testament dit une chose. Mais ma mère a tout géré à la fin et papa n'était presque plus là mentalement. Elle a pris la décision. C'est comme ça que ça marche quand on est le conjoint. C'est comme ça que ça marche quand on est le conjoint. Comme si le droit des successions n'était qu'une question de feeling. Et que celui qui est le plus proche du lit de mort pouvait réécrire les règles. Maître Éric Valmont a failli tomber de sa chaise en entendant ça. C'est mieux que tout ce que j'aurais pu obtenir pendant l'instruction. Il a dit qu'il venait d'admettre sur bande que Nicole avait pris des décisions unilatérales concernant les fonds de la succession. Il a admis que le testament disait quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait. Et il a qualifié votre père de mentalement incapable. Ce que nous pouvons réfuter avec des dossiers médicaux montrant que votre père était lucide jusqu'à sa dernière semaine. Nous avions également un autre élément qui s'est mis en place à ce moment-là. Isabelle, l'experte comptable, avait extrait les relevés de transactions du compte conjoint que Nicole avait ouvert avec Sébastien avant la mort de papa. Il s'est avéré que Nicole écrémait de plus petits montants depuis plus d'1 an. Rien d'énorme, quelques centaines par-ci, 1000 par-là. Toujours à partir d'un compte du ménage auquel papa lui avait donné accès pour les factures et les courses. Sur 14 mois. Elle avait détourné un peu plus de 22 000 € vers les comptes de Sébastien. En plus des 380 000 € d'après les obsèques. Quand j'ai vu ce chiffre, j'ai repensé à toutes les fois où Nicole avait dit à papa qu'il devait resserrer le budget. Toutes les fois où elle disait que la facture d'électricité était plus élevée que prévu ou que les impôts fonciers avaient augmenté. Elle le saignait pendant qu'il était malade et mettait ça sur le compte des calculs. Maître Éric Valmont a ajouté cet écrémage à la plainte. Désormais, nous ne nous attaquions plus seulement au virement de la succession. Nous nous attaquions à un schéma d'abus financier qui avait commencé du vivant de mon père et s'était accéléré après sa mort. Le montant total en question s'élevait à un peu plus de 402 000 €. Maître Éric Valmont était calme face à ça. Mais je pouvais voir qu'il aiguisait tous les outils de sa boîte. Il a assigné à comparaître les relevés bancaires qui montraient la date de création du compte conjoint.
L'historique des virements et le fait que le nom de papa n'a jamais figuré sur le compte que détenait Sébastien. Il a obtenu une déclaration de l'oncologue de papa confirmant que papa était mentalement compétent et capable de prendre des décisions jusqu'à environ une semaine avant sa mort. Il a rassemblé les témoignages des amis de papa qui avaient assisté à la signature du testament. Et il avait la lettre manuscrite, notariée et indéniable d'un homme mourant qui aimait ses enfants et avait vu exactement ce qui se préparait. J'ai rencontré maître Éric Valmont 4 jours avant l'audience pour une dernière séance de préparation. Il avait tout organisé dans un classeur d'environ 8 cm d'épaisseur, et il m'a expliqué à quoi m'attendre. L'audience se tenait au tribunal judiciaire. Il n'y aurait pas de procès devant jury, juste un juge. Maître Éric Valmont m'a dit que c'était en fait mieux pour nous. Car les juges des affaires de succession ont vu toutes les versions de cette histoire et peuvent repérer un détournement à l'autre bout de la pièce. Il m'a dit que l'avocat de Nicole, maître Pascal, essaierait probablement de nous dépeindre, Mélanie et moi, comme des enfants éloignés qui utilisaient le testament pour punir Nicole de refaire sa vie après celle de papa. Il a dit que maître Pascal pourrait évoquer le départ de notre mère. Pourrait essayer de nous faire passer pour des personnes émotionnellement endommagées et motivées par l'argent. Il m'a dit de rester calme, de répondre directement et de laisser les documents parler. Ton père a monté ce dossier pour toi, Thibault. Maître Éric Valmont a dit, tout ce que nous avons à faire, c'est de le présenter. Mélanie et moi avons dîné à son appartement la veille de l'audience. Elle a préparé la recette du plat préféré de papa. Celle du restaurant sur la route départementale qu'elle avait passé 2 ans à essayer de reproduire. Ce n'était toujours pas tout à fait ça. Quelque chose dans le mélange d'épices qu'elle n'arrivait jamais à cerner, mais c'était assez proche pour qu'en le mangeant, on ait l'impression d'être à nouveau assis à sa table. Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'affaire. Nous avons parlé de papa. Mélanie a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue sur la façon dont papa s'était pointé une fois à son exposition scientifique au lycée avec un panneau d'affichage sur lequel il s'était accidentellement assis dans le camion, et au lieu de l'admettre, il avait essayé de le repasser à plat avec un sèche-cheveux dans les toilettes de l'école. L'affiche était toujours froissée. Elle a quand même remporté la 2e place. Il s'en est vanté pendant 1 mois. Je lui ai parlé de la fois où papa a essayé de m'apprendre à pêcher et où j'ai lancé la ligne en arrière dans un arbre. Et où il a passé 45 minutes à la démêler sans un seul mot de plainte. Puis il m'a tendu la canne et a dit, « Réessaie, mon grand. » C'était lui. C'était toujours lui. Patient, constant, présent. Amandine est passée après le dîner et m'a ramené chez moi. Elle a tenu ma main dans la voiture et n'a pas essayé de me faire un discours d'encouragement ou de me dire que tout irait bien. Elle a juste dit, « Ton père a choisi la bonne personne à qui confier ça. » Et c'était suffisant. Le matin de l'audience, je me suis réveillé à 5 heures. Impossible de dormir plus longtemps. J'ai mis un costume bleu marine que j'avais acheté pour les obsèques de papa et que je n'avais plus jamais porté. Et je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et j'ai essayé de voir ce que mon père voyait en moi. L'entêtement, le feu. Je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose. Peut-être que c'était juste de la détermination. Peut-être que c'est la même chose. J'ai récupéré Mélanie à 7h30. Elle portait une veste grise et elle avait la montre de papa au poignet. Elle l'avait prise dans la maison la semaine suivant les obsèques et Nicole ne l'avait pas remarqué ou ne s'en était pas souciée. Elle était trop grande pour le poignet de Mélanie et n'arrêtait pas de glisser vers ses jointures, mais elle la portait comme une armure. Nous avons retrouvé maître Éric Valmont au tribunal à 8h15. Il était déjà là, le classeur ouvert, un café à la main. Avec l'air d'un homme qui avait attendu ce matin toute sa carrière. Il nous a serré la main à tous les deux et a dit, « Allons récupérer l'argent de votre père. » Nicole est arrivée à 8h45. Elle portait une robe noire. Un maquillage complet et une expression qui parvenait d'une manière ou d'une autre à être à la fois en deuil et hostile. Sébastien était avec elle dans une veste de sport un peu trop grande. Ce qui m'a semblé approprié car il portait son rôle dans cette affaire de la même manière. Mal. Leur avocat, maître Pascal, marchait 3 pas devant eux comme un bouclier. Portant une mallette qui avait l'air toute neuve et qui l'était probablement. Ils se sont assis de l'autre côté de la salle d'audience. Nicole ne m'a pas regardé. Sébastien m'a regardé une fois, puis a détourné les yeux.
Maître Pascal remuait des papiers avec l'énergie frénétique d'un homme qui sait qu'il va perdre et qui espère que la paperasse le sauvera. La juge est entrée à 9h pile. Elle s'appelait la juge Hélène Roche. Et elle avait le visage de quelqu'un qui avait entendu plus de mensonges dans une seule salle d'audience que la plupart des gens n'en entendent dans toute une vie. Elle a regardé les deux parties, a hoché la tête une fois et a dit « Commençons ». Maître Éric Valmont s'est levé. Il a ajusté sa cravate. Il a ouvert le classeur et il a prononcé quelques mots qui, je le jure, ont fait changer de couleur tout le visage de Nicole. Votre honneur, le défunt a laissé des instructions. Maître Éric Valmont a exposé les choses de manière magistrale. Il a commencé par le testament lui-même. Document original correctement déposé chez le notaire, correctement signé devant témoin. Signé par mon père 7 mois avant sa mort alors qu'il était pleinement compétent et pleinement conscient de ce qu'il faisait. Il a présenté les déclarations des deux amis de papa qui étaient là lorsqu'il l'a signé. Qui ont tous deux confirmé les mots exacts de papa concernant l'argent allant à moi et à Mélanie. Ensuite, il a introduit la lettre. Maître Éric Valmont l'a lu à haute voix dans la salle d'audience. Chaque mot. Et je n'exagère pas quand je dis qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans cette pièce. Quand il est arrivé à la partie où papa écrivait qu'il avait remarqué que Nicole déplaçait de l'argent et qu'il voulait s'assurer que ses enfants étaient protégés, j'ai regardé Nicole. Elle regardait droit devant elle, la mâchoire serrée, les mains croisées sur ses genoux, mais son œil gauche tressaillait. Juste un peu, juste assez. Quand Maître Éric Valmont a lu la dernière ligne. Celle de ne laisser personne réécrire notre histoire. J'ai entendu Mélanie prendre une grande inspiration à côté de moi. J'ai tendu le bras et j'ai serré sa main. Elle a serré en retour. La même poigne que papa avait l'habitude de donner. Ça doit être génétique. Maître Éric Valmont a ensuite présenté le mémorandum notarié que papa avait déposé à son bureau. Celui qui stipulait explicitement que toute modification du plan successoral apporté après juillet devait être considérée comme obtenue sous la contrainte. Il a présenté les relevés bancaires indiquant les soldes d'origine des comptes. Il a présenté l'analyse médico-légale d'Isabelle montrant les 3 virements post-obsèques, totalisant 380 000 € plus 14 mois de petits détournements totalisant 22 000 €. Il a présenté l'enregistrement de l'appel téléphonique de Sébastien à Mélanie, que le tribunal a autorisé après que Maître Éric Valmont a fait valoir qu'il s'agissait d'une preuve pertinente d'aveu contre ses propres intérêts. Lorsque l'enregistrement a été diffusé et que la voix de Sébastien a rempli la pièce en disant « Ma mère a tout géré à la fin. Et, c'est comme ça que ça marche quand on est le conjoint. » J'ai regardé Maître Pascal fermer les yeux juste un instant, juste une fraction de seconde. Mais c'était le regard d'un homme qui regarde sa cause s'évaporer en temps réel. Maître Éric Valmont a terminé sa présentation avec les dossiers médicaux. L'oncologue de papa a témoigné sous serment que Gérard était vif d'esprit et capable de prendre des décisions jusqu'à environ une semaine avant sa mort. Maître Éric Valmont a souligné que le testament avait été signé 7 mois auparavant. La lettre avait été écrite 2 mois auparavant et qu'à aucun moment mon père n'a montré de capacité diminuée qui aurait justifié que Nicole prenne des décisions financières unilatérales. Ensuite, ce fut le tour de Maître Pascal. Il a fait une plaidoirie sur les droits du conjoint et la complexité émotionnelle des familles recomposées. Il a essayé de nous faire passer, Mélanie et moi, pour des enfants éloignés utilisant le testament pour punir Nicole, suggérant que papa avait exprimé en privé des souhaits qui ne correspondaient pas aux documents officiels. La juge Hélène Roche l'a interrompu une fois et ce fut dévastateur. Maître, avez-vous une quelconque documentation de ces prétendus souhaits privés? Une lettre, un enregistrement, un dépôt modifié? Le plaignant a présenté un testament signé, un mémorandum notarié, une lettre manuscrite, des dossiers financiers médico-légaux et un témoignage médical. De quelle documentation votre cliente dispose-t-elle? Maître Pascal a regardé Nicole. Nicole a regardé Maître Pascal. Nous avons le récit de première main de ma cliente concernant les souhaits verbaux de son mari, a déclaré Maître Pascal. C'est noté, a dit la juge Hélène Roche. Et la façon dont elle l'a dit vous disait tout. Nicole a pris la barre. Elle était posée au début, même compatissante. Elle a parlé de son mariage avec papa avec ce qui ressemblait à une véritable affection. Et je l'admets, pendant environ 30 secondes.
Je me suis demandé si peut-être elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Peut-être s'était-elle convaincue que papa voulait que Sébastien ait l'argent. Peut-être avait-elle réécrit l'histoire tant de fois dans sa propre tête qu'elle était devenue réelle. Mais maître Éric Valmont ne l'a pas laissée à l'aise. Il l'a interrogée sur le compte conjoint qu'elle avait ouvert avec Sébastien un mois avant la mort de papa. Elle a dit que c'était à des fins de gestion du ménage. Il a demandé pourquoi le nom de papa n'y figurait pas. Elle a dit que c'était un oubli. Il a posé des questions sur les 3 virements post-obsèques. Elle a dit qu'elle consolidait les actifs pour le bénéfice de la famille. Il a demandé pourquoi l'argent allait exclusivement sur des comptes au nom de Sébastien et non sur un compte successoral partagé. Elle a trébuché sur celle-là. Puis maître Éric Valmont a posé la question, celle que j'attendais. Madame, lorsque votre beau-fils Thibault vous a confronté au sujet des fonds manquants, vous lui avez dit, et je cite d'après sa déclaration écrite, que son père appréciait à peine ses enfants. Est-ce exact? L'aplomb de Nicole s'est fissuré. Pas beaucoup, juste assez. J'étais sous le coup de l'émotion. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, mais vous les avez dites. Le deuil fait dire des choses terribles aux gens. C'est vrai. Mais la propre lettre de votre mari, écrite pendant cette même période de deuil et de maladie, dit le contraire. Il a écrit que voir ses enfants grandir était la plus grande réussite de sa vie. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Nicole a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Gérard était un homme compliqué. Sa lettre ne semble pas compliquée du tout, madame. Elle semble très claire. Ce fut le moment. J'ai pu sentir le basculement dans la pièce. L'expression de la juge Hélène Roche n'a pas changé. Mais quelque chose derrière ses yeux s'est aiguisé. Maître Pascal griffonnait frénétiquement des notes, préparant probablement son retrait du dossier. Sébastien n'a pas témoigné. Maître Pascal le lui avait déconseillé. Probablement parce que tout ce que Sébastien aurait dit aurait été comparé à l'enregistrement et aurait empiré les choses. Choix intelligent. Le seul choix intelligent que maître Pascal ait fait de toute la matinée. La juge Hélène Roche a ordonné une suspension de séance à 11h15. Quand nous sommes revenus à midi, elle a rendu son jugement depuis son siège. Elle a conclu que le testament était valide. Sans ambiguïté et reflétait les souhaits clairs du défunt. Elle a conclu que le virement des fonds de la succession par Nicole était non autorisé et constituait un manquement à l'obligation fiduciaire. Elle a ordonné la restitution intégrale des 380 000 € à la succession pour distribution aux bénéficiaires désignés, c'est-à-dire moi et Mélanie. Elle a également ordonné la restitution des 22 000 € de détournement d'avant le décès que Isabelle avait documenté. Elle a mis à la charge de Nicole et Sébastien des frais de justice s'élevant à un peu plus de 30 000 €. Et elle a transmis l'affaire au bureau du procureur pour de potentielles accusations de détournement. Notant que les preuves suggéraient un stratagème délibéré et prémédité pour détourner les actifs de la succession. Jugement total, 402 000 € restitués, plus les frais de justice. Jusqu'au dernier euro. Nicole s'est levée de la table et est sortie de la salle d'audience sans regarder personne. Sébastien l'a suivi. Maître Pascal a serré la main de maître Éric Valmont en sortant. Ce que j'ai considéré comme étant soit de la courtoisie professionnelle, soit l'aveu qu'il savait qu'il avait été du mauvais côté depuis le premier jour. Mélanie m'a pris dans ses bras si fort que j'ai entendu ma veste de costume craquer. Elle riait et pleurait en même temps. Ce qui est l'expression d'émotion la plus honnête qu'un être humain puisse produire. Maître Éric Valmont s'est tenu à l'écart et a souri de la façon dont les avocats sourient quand les gentils gagnent. C'est-à-dire comme un homme qui calcule déjà sa prochaine affaire, mais qui est sincèrement heureux de celle-ci. J'ai emmené Mélanie déjeuner après ça. Nous sommes allés à l'endroit sur la route départementale, celui avec le plat préféré de papa. Elle l'a commandé sans regarder le menu. J'ai pris la même chose. Il avait exactement le même goût que dans mes souvenirs. Pendant le déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire de ma part de l'argent. Je voulais finir de payer ma voiture. Je voulais verser un acompte pour une maison. Et je voulais mettre de côté un petit fonds pour la voisine de papa, Jacqueline, qui avait gardé cette lettre pendant 2 mois sans en parler à personne, attendant le bon moment pour la remettre. Cette femme a tout sauvé et elle l'a fait parce qu'elle aimait mon père et qu'elle nous aimait.
Mélanie a dit qu'elle voulait rembourser ses prêts étudiants et lancer un fonds d'études pour l'avenir. Ce qui m'a fait rire parce qu'elle a 29 ans. Qu'elle est célibataire et que c'est la personne la plus prévoyante que j'ai jamais rencontrée. Du Mélanie tout craché. Quant à Nicole et Sébastien, le bureau du procureur a ouvert une enquête. J'ai entendu dire par le bouche à oreille que Sébastien a dû vendre l'appartement qu'il avait acheté. Avec l'argent de papa parce que la compte faisait partie des fonds récupérés. La réputation de Nicole dans la communauté s'est effondrée une fois que les gens ont découvert ce qui s'était réellement passé. Les gens qui avaient cru son histoire sur les beaux enfants ingrats ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Jacqueline y est peut-être pour quelque chose. Cette femme possède un réseau de communication qui ferait honte à n'importe quel journal local. Nicole m'a envoyé un dernier message environ un mois après le jugement. Il disait « J'espère que tu es heureux. Tu as détruit cette famille. » Je n'ai pas répondu, car voici la vérité. Elle n'a pas détruit une famille. Elle a essayé de voler une famille. Et la famille qu'elle a essayé de voler s'est avérée plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Parce qu'un homme qui pouvait à peine sortir du lit avait encore la clarté et l'amour d'écrire une lettre qui a sauvé ses enfants depuis l'au-delà. Cela fait 4 mois que l'audience a eu lieu maintenant. Je suis assis sur la terrasse d'une maison que je viens d'acheter. Un 3 pièces avec une cour et un garage qui a besoin de travaux. Ce que papa aurait adoré parce qu'il n'a jamais rencontré un projet qu'il ne voulait pas démonter et reconstruire. Amandine est à l'intérieur en train de défaire les cartons. Mélanie vient dimanche avec ses boîtes hermétiques. Le plat préféré de papa n'est toujours pas tout à fait parfait, mais on s'en rapproche. La lettre de papa est encadrée sur le mur de mon bureau. Pas la lettre entière. Ça reste dans un coffre-fort. Mais j'ai fait imprimer et encadrer une ligne. Celle qui m'a permis de traverser le pire. Ne laisse personne réécrire notre histoire. Personne ne l'a fait, papa. Personne ne l'a fait. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.